Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 11 février, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'élection d'un nouveau Premier ministre au Vanuatu, pour revenir ensuite sur un différend entre le gouvernement de Nouvelle-Zélande et le Premier ministre des îles Cook, qui se trouve actuellement en Chine pour signer un accord de partenariat avec le gouvernement chinois sans consultation préalable de Wellington. Nous évoquerons ensuite la fête nationale néo-zélandaise, le Waitangi Day, qui commémore la signature d'un traité important entre les autochtones maoris et la couronne britannique. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en revenant sur la rencontre entre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et le président américain Donald Trump à Washington. Au Vanuatu, Jotam Napat a été élu aujourd'hui au poste de Premier ministre avec 50 voix sur les 52 députés du Parlement monocaméral de l'archipel. Âgé de 52 ans, ce député de la circonscription de Tanah, élu pour la première fois au Parlement du Vanuatu en 2016, est le président du Parti des dirigeants qui a obtenu 9 sièges lors des dernières élections législatives anticipées de janvier. Ces élections se sont tenues suite à la dissolution du Parlement par le président le 18 novembre dernier, alors que le gouvernement était visé par une double motion de censure. Elles ont aussi été reportées suite au tremblement de terre meurtrier survenu en décembre, un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter qui a provoqué la mort de 14 personnes, blessé plus de 200 autres et déplacé plusieurs milliers d'habitants. Le centre commercial de la capitale Port Vila a particulièrement été affecté par les destructions et la reconstruction du quartier ainsi que le budget 2025 feront partie des priorités du nouveau gouvernement de Jotam Napat. Notons que les présidents des 5 partis à avoir obtenu le plus de sièges avaient signé il y a 2 semaines un accord en vue de former le prochain gouvernement. Ces 5 partis regroupent à eux seuls 32 des 52 sièges au sein du Parlement, soit une majorité confortable pour former un gouvernement. Les gouvernements de Nouvelle-Zélande et des îles Cook sont en froid suite à un désaccord sur la manière du gouvernement des îles Cook de mener sa politique extérieure. Les îles Cook sont un territoire gouverné de manière autonome dans le cadre d'un accord de libre association signé il y a 60 ans avec la Nouvelle-Zélande, ce qui implique notamment une gestion entièrement autonome des affaires intérieures des îles Cook, mais aussi une certaine autonomie en matière d'affaires extérieures depuis 2001. Or, le Premier ministre des îles Cook s'est envolé dimanche pour Pékin, où il doit rester jusqu'à vendredi dans le but de signer un accord de coopération stratégique avec le gouvernement chinois. Le média néo-zélandais Radio New Zealand a fait état de désaccords sur la question, Wellington accusant le gouvernement des îles Cook de manquer de transparence dans ses discussions avec la Chine pour un accord qui représente potentiellement, selon la Nouvelle-Zélande, des risques en matière de sécurité. Radio New Zealand a cité un porte-parole du vice-premier ministre néo-zélandais, Winston Peters, selon lequel tout changement majeur de la relation entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, notamment concernant des politiques qui pourraient impliquer une transition vers une indépendance entière de la Nouvelle-Zélande, devrait être décidé par le peuple des îles Cook via un référendum. Le porte-parole a indiqué que le gouvernement néo-zélandais a fait insister sur le fait qu'il s'attendait à être consulté sur tout accord que les îles Cook prévoyaient de signer et qui aurait des implications stratégiques et sécuritaires majeures. Une déclaration conjointe signée entre Wellington et Rarotonga en 2001 indique que les 2 parties se consultent régulièrement sur les questions de défense et de sécurité. Mais le gouvernement des îles Cook interprète cette déclaration comme une relation réciproque et fait remarquer que la Nouvelle-Zélande a signé un accord similaire avec la Chine en 2014, sans pour autant consulter le gouvernement des îles Cook. Le Premier ministre de l'archipel, Mark Brown, affirme également avoir assuré à plusieurs reprises au gouvernement de Nouvelle-Zélande que l'accord en question n'aurait pas d'impact sur la relation entre les 2 pays et qu'il n'y aurait pas de surprise, en particulier dans le domaine de la sécurité. Mark Brown, qui doit signer cette semaine le plan d'action conjoint pour un partenariat stratégique global avec la Chine, a qualifié l'accord à venir de nouveau chapitre dans le partenariat avec la Chine, ajoutant que les îles Cook devaient chercher d'autres moyens de développement économique durable. Enfin, Mark Brown a déclaré vendredi à Radio New Zealand que la Nouvelle-Zélande n'avait pas besoin d'être présente lors des discussions avec la Chine autour de l'accord
Et Winston Peters a confirmé que ni la Nouvelle-Zélande ni la population des îles Cook ne savaient ce qu'il y avait dans cet accord. Le porte-parole interviewé par Radio New Zealand a dit que le gouvernement néo-zélandais était significativement préoccupé par ce manque de consultation, rappelant que les habitants des îles Cook étaient des membres chers de la famille néo-zélandaise. La Nouvelle-Zélande a célébré sa fête nationale jeudi dernier, un jour spécial pour le pays et notamment pour la minorité autochtone maori. Le Waitangi Day commémore en effet la signature, le 6 février 1840, du traité de Waitangi entre les représentants de la couronne britannique et des chefs maoris. Cela fait cette année 185 ans que ce traité, qui a fait de la Nouvelle-Zélande actuelle une colonie de l'Empire britannique, tout en garantissant en théorie aux Maoris leurs terres et les mêmes droits que des autres citoyens, a été signé. Des événements de célébration ont été organisés un peu partout à travers le pays, avec des concerts, des activités éducatives sur la culture et l'histoire du traité, ou encore des marchés artisanaux et des ateliers de tissage ou de cuisine traditionnelle. Des marches ont aussi été initiées par différents groupes citoyens pour réclamer l'application et le respect du traité et des droits de la minorité maori. Des cérémonies un peu plus officielles ont été organisées dans la campagne près de Christchurch, dans la maison du traité où a été signé le célèbre document. Une première cérémonie a d'abord été organisée le mardi pour accueillir la nouvelle reine maori, Kuini Nga Wai Ono Itepo, qui s'y rendait pour la première fois depuis la mort de son père, le roi Kingi Tuheita Werowero VII, en août dernier. Le jeudi, ensuite, a eu lieu une cérémonie où étaient réunis des représentants politiques, des chefs traditionnels et d'autres représentants divers. Le parti Te Pati Maori a notamment profité de l'occasion pour demander la nomination d'un commissaire au traité dont la mission serait de s'assurer que le gouvernement néo-zélandais honore ses obligations qui découlent du traité envers le peuple maori. Le parti a aussi promis de s'assurer que le respect du traité soit au centre de la prise de décision lors des négociations avec d'autres partis avant les élections de 2026. Mais l'absence du Premier ministre Christopher Luxon à la cérémonie a été très remarquée et amplement commentée. Ce dernier, qui s'était rendu à Waitangi les 2 années précédentes, avait choisi de passer la journée à Akaroa et a envoyé à sa place le ministre des Relations entre les Maoris et la couronne, Tama Potaka. Le Premier ministre a concédé que l'interprétation du traité et ses implications ne faisaient pas l'objet d'un consensus en Nouvelle-Zélande et a estimé que ce ne serait peut-être jamais le cas, tout en affirmant que le fait que le débat continue malgré tout avait fait de la Nouvelle-Zélande un pays meilleur. Étaient en revanche présents à Waitangi les représentants des membres minoritaires de la coalition gouvernementale, et notamment le chef du ACT New Zealand, David Seymour, qui a rappelé les 3 objectifs de son parti en lien avec le traité, à savoir, je cite, « chérir la langue et la culture maori, rectifier les fautes du passé et donner à chaque enfant une chance égale de prospérer ». Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a effectué vendredi dernier une visite éclair à Washington pour rencontrer Donald Trump et tenter de s'attirer les bonnes grâces du nouveau président américain. Une rencontre qui intervient peu de temps après la réélection de Trump, qui a annoncé son intention d'imposer des droits de douane tous azimuts, affolant ainsi les économies du monde entier, dont le Japon. Cette rencontre était d'autant plus symbolique qu'elle témoigne de l'importance accordée par le président américain au Japon, puisque Ishiba était seulement le 2e dirigeant étranger à être reçu à Washington depuis son élection, après le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lors de la rencontre, Trump a acclamé « J'aime le Japon » et s'est engagé à renforcer les relations avec le Japon en matière de sécurité et d'économie, mais a aussi déclaré qu'il voulait réduire drastiquement le déficit commercial des États-Unis envers le Japon, un déficit qui se chiffre actuellement à 68 milliards de dollars américains. Trump a indiqué qu'il n'écartait pas la possibilité d'appliquer des droits de douane sur les produits japonais, mais qu'il croyait que le problème pouvait être résolu sans action punitive, déclarant, je cite, « Nous avons une relation fantastique, je ne pense pas que nous aurons un problème ». Le président américain a aussi annoncé que Nippon Steel abandonnait son idée d'acquérir US Steel pour une valeur de 14,1 milliards d'euros et allait plutôt investir aux États-Unis, ajoutant qu'il ferait lui-même la médiation et l'arbitrage dans les discussions. Notons que ce projet d'acquisition avait déjà été bloqué par Joe Biden pour des questions de sécurité. Ishiba a fait remarquer que les entreprises japonaises avaient occupé la première place en termes d'investissements directs étrangers cumulés aux États-Unis au cours des 5 dernières années
et a assuré que le Japon cherchait à investir encore davantage dans le pays. Le Premier ministre japonais a d'ailleurs fait beaucoup de compliments à son homologue américain. Certains observateurs y ont vu une volonté d'Ishiba d'établir avec Trump la relation privilégiée que le président américain avait lors de son premier mandat avec le Premier ministre japonais de l'époque, Shinzo Abe, que Trump a qualifié de grand ami et avec qui il avait partagé des parties de golf en Floride. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.